Is it? Yeah, of course. Mais yeah, là, il enregistre. Donc, je disais que cette deuxième séance, ou ce deuxième enregistrement, comporte la deuxième séance de cours à distance sur le management des ressources humaines destiné au master marketing hôtelière et touristique. Et je m'étais arrêté au point portant sur l'intégration de la ressource humaine dans l'entreprise, dans la structure, qu'elle soit dans l'organisation, qu'elle soit entreprise ou organisation ou administration ou organisation non marchande. Partant d'une définition générale et pas opérationnelle de la gestion des ressources humaines comme étant l'ensemble des activités de prospection, d'acquisition, d'intégration, de développement et de conservation des ressources humaines. Ce sont les phases séquentielles qui vont du moment où vous cherchez quelqu'un, vous évaluez ses compétences pour le recruter, vous l'intégrez dans l'entreprise, vous êtes obligé de développer ses compétences, ou du moins de l'offrir la perspective de développer ses compétences par rapport à une gestion des carrières pour le retenir chez vous, mais aussi vous faites en sorte que lorsqu'il a des compétences, vous essayez de le garder pour qu'il n'aille pas ailleurs. Donc ça pose des problèmes de gestion des carrières, de rémunération, quand sur un marché du travail, concurrentiel ou non concurrentiel. Ça dépend des situations, particulièrement le marché du travail concurrentiel lorsqu'il est ouvert et qu'il y a d'autres perspectives de recruter d'autres personnes de même compétences avec d'autres considérations d'âge, de pertinence des compétences, mais également sur le fait que ces mêmes compétences sont censées se développer ou connaître un processus d'obsolescence parce que l'évolution technologique et l'innovation est un élément qui structure l'entreprise et qui structure sa compétitivité. Donc l'intégration, le point d'intégration de la ressource humaine porte sur l'utilisation de cette ressource et porte sur la phase séquentielle durant laquelle l'entreprise intègre où l'individu qui est recruté rentre dans l'entreprise et dans la manière de le faire entrer dans l'entreprise est importante parce qu'elle conditionne son activité, sa production et sa productivité plus tard. Il s'agit donc de faire entrer le salarié pour obtenir de lui des services qui sont demandés dans le cadre d'objectifs précis, en particulier autour de l'idée d'une performance productive et d'une exigence en termes de production et de productivité qui sont préalablement fixées par l'entreprise et qui fixent collectivement et individuellement. Ceci dit, lorsque vous fixez des objectifs, que ce soit collectivement ou individuellement, vous êtes dans une relation d'échange entre d'un côté des capacités physiques et intellectuelles d'un individu et de l'autre côté une rémunération, une contrepartie, le salaire représentant la rémunération. Donc il y a un problème de reconnaissance au travail, de reconnaissance plutôt du travail. Cette reconnaissance du travail est double. Elle peut être symbolique, qu'on peut retrouver sur des normes non financières que l'on peut retrouver par exemple dans la pyramide de Maslow à travers la reconnaissance de soi, la reconnaissance qui est un autre truc, ce qui est une dimension non financière. Mais la reconnaissance en entreprise est d'abord financière. Donc c'est un problème. C'est leur relation de travail, le rapport salarial est un rapport financier, est un rapport qui met en scène deux entités, l'entreprise ou l'employeur et l'employé, et leur relation est fondamentalement fondée sur le salaire comme contrepartie d'un travail effectivement réalisé. Il y a des problèmes qui sont théoriques et qui se posent par exemple en économie du travail et en économie tout court, parce que le salaire est avancé ou le salaire post-payé ou pré-payé. C'est-à-dire que le salaire est avancé avant que la personne ne réalise son travail et vous le payez au début du mois avant qu'il
qu'il monte et ne finisse le mois, ou vous le payez quand il aura fait le travail, donc post payé après qu'il ait réalisé effectivement le travail, que le travail soit évalué, et donc vous le payez à la fin du mois. Il y a d'autres formes de reconnaissance qui sont fondamentales, qui sont, qui s'inscrivent dans le temps et qui sont plutôt diachroniques plutôt que synchroniques, c'est-à-dire qui sont dans la durée. Cette reconnaissance dans la durée appelle une gestion des carrières, donc une évolution du poste que occupe l'individu ou des compétences qu'occupe cet individu dans l'entreprise, qui fait que son salaire va évoluer en fonction des compétences qu'il possède et qu'il met en œuvre. Ce qui vous intéresse, c'est pas tant les compétences qu'a l'individu, mais les compétences que l'entreprise est susceptible d'utiliser et que effectivement l'individu dans son activité professionnelle met en œuvre. Vous pouvez avoir un ingénieur qui est excellent informaticien ou un excellent technicien, mais qui est mélomane et qui est musicien. Ses compétences musicales ne vous intéressent pas du tout, dans la mesure où elles n'ont pas d'incidence sur son activité. Ce qui vous intéresse, c'est les activités professionnelles qu'il met en œuvre dans la réalisation de la production. Donc cette deuxième forme de reconnaissance rejoint la première, puisqu'elle est indirectement financière, puisqu'elle elle offre la perspective d'une carrière, et également elle a des impacts, donc nécessairement un impact sur le niveau de rémunération, le niveau de reconnaissance. Maintenant, cette reconnaissance, le niveau de rémunération, au niveau de production plutôt, est aussi conditionné par les conditions de travail que développe la théorie, l'exemple Elton Mayo, Maslow à travers sa pyramide, mais également les théories autour des relations humaines et de la motivation, qui ont toutes comme objectif de mettre au travail les gens et de les amener à produire de manière optimale, c'est-à-dire à produire la plus grande production possible, de la meilleure qualité possible, c'est-à-dire dans les normes qui préalablement dans un cadre normatif qui est fixé par l'entreprise, qui doit être certainement au-dessus de la productivité marginale, sinon plus important que la productivité marginale, au minimum autour de la productivité marginale du travail. Donc c'est ce point d'intégration qui est une phase ou un moment séquentiel dans le processus dans la gestion des ressources humaines. Quand vous intégrez l'individu, vous lui fixez un poste où il rejoint, ça dépend de l'organisation du travail, il rejoint un poste lorsque l'organisation est fixée par poste et est organisée en poste de travail dans une logique taylorienne. Maintenant, il peut rejoindre uniquement un collectif de travail autour de l'idée de l'employabilité et surtout de la polyvalence qui s'inscrit dans une autre organisation du travail et une autre structuration de l'activité de production. Le troisième point, c'est celui du développement des ressources humaines. Le développement des ressources humaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est essentiellement le développement et l'élargissement des compétences de l'individu au travail. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas tant l'individu en tant que personne physique, c'est ses compétences, que ce soit physiques ou intellectuelles. Et donc le développement des ressources humaines traite surtout du développement de ses capacités physiques éventuellement et de leur entretien, ou bien le développement et l'approfondissement des compétences de l'individu dans son activité. Au cœur du développement de ces compétences, vous avez la formation. La formation est un investissement ou d'une activité importante, un investissement pour l'entreprise lorsqu'elle permet de faire évoluer et d'approfondir et d'élargir les compétences des individus et des collectifs
de l'entreprise. Donc c'est de l'investissement immatériel. Parmi les actes d'investissement, la formation est un important acte dans la panoplie des investissements. C'est la partie immatérielle, c'est une des parties importantes de l'investissement immatériel dans l'entreprise. Maintenant, au-delà de la formation elle-même que dispense l'entreprise, qui peut être interne ou externe, et qui est financée par l'entreprise, donc qui donne lieu à des dépenses. Et ces dépenses sont des dépenses d'investissement lorsqu'elles concernent la compétence de l'individu ou des collectifs et qu'elles permettent d'approfondir ces compétences. Se pose alors également le problème de l'expérience et de la construction de compétences particulières de l'individu ou des collectifs par l'expérience elle-même. À ce niveau-là, il est évident qu'un salarié ou des collectifs, lorsqu'ils sont confrontés à des réalités concrètes, en termes de production, ont des réponses à ces réalités. Ils ont des réponses qui sont le fruit de connaissances théoriques et pratiques des uns et des autres, mais aussi elles sont la réponse d'un processus d'innovation à des situations qui n'étaient pas prévues et inattendues, et auxquelles, par tâtonnement ou par expérience ou par dérivation par rapport à leur formation et leurs compétences, ces mêmes individus ou collectifs ont des réponses qui permettent de régler des problèmes de production dans l'entreprise, que ce soit des problèmes liés aux produits, que ce soit le problème lié au système de machines, à leur réparation, à la maintenance des machines, etc., ou que ce soit par des problèmes liés aux moyens intermédiaires eux-mêmes. Donc c'est tout le processus d'innovation qui est incrémental, en général incrémental dans l'entreprise, et qui conduit à solutionner des questions auxquelles sont confrontés le personnel dans leur activité de production. Maintenant se pose le problème de la validation de cette expérience et de ces constructions, ces compétences qui sont autoconstruites. Alors, la validation est importante et elle est à la fois financière, mais aussi en termes de carrière. Ça, c'est très important. Vous avez des pays où on a des processus de validation des acquis d'expérience qui sont diplômantes même. C'est-à-dire que l'entreprise ne s'interroge pas sur ce que vous avez fait comme étude ou quoi que ce soit, mais sur votre expérience, et on vous met en situation et on valide ces acquis d'expérience en vous mettant en situation lorsque vous répondez à des situations. Donc on reconnaît un niveau de compétence par rapport à une situation à laquelle vous avez répondu, à laquelle vous avez résolu. Par ailleurs, si vous voulez, ce processus est intégré dans la gestion des carrières, autour de l'idée d'un recrutement interne et d'une gestion des carrières par rapport à ces compétences qui sont autoconstruites et qui vous permettent d'évoluer dans la carrière sur le plan des responsabilités et de l'importance de ces responsabilités, permettant à l'entreprise d'une part de valider votre compétence, mais une validation interne qui la met à l'abri de la compétition que peut exercer l'individu sur un marché du travail et d'une reconnaissance externe. Mais un deuxième élément, c'est que cette validation permet, si vous voulez, de répondre concrètement à un besoin de compétences à des niveaux supérieurs et conduit à une perspective de carrière sur cette base et à la possibilité pour l'entreprise de créer tout un marché, de recourir au marché interne, de créer tout un marché interne au cœur de l'intéressement et de la motivation du personnel et de la préservation du personnel, de ses compétences, parce que les gens vont être attachés à l'entreprise et à leur carrière plutôt que d'aller voir ailleurs. Dans ce dispositif de développement des ressources humaines, vous avez un processus d'appréciation du personnel, d'évaluation
pour justement valider ces expériences, il faut nécessairement des mécanismes d'appréciation et d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des ressources humaines. Efficacité par rapport à des problèmes généraux et des objectifs généraux, efficience en termes de rentabilité de l'entreprise et de contribution à la rentabilité de l'entreprise. Le dernier point dans la définition, c'est celui de la conservation des ressources humaines. Alors, je vous disais dans le premier cours que le marché du travail ou le collectif de travail en entreprise était en général segmenté. On peut trouver déjà une segmentation dans les catégories socio-professionnelles que vous retrouvez sur une grille de salaire, par exemple, sur les grandes catégories qui constituent la grille de salaire d'une entreprise ou la classification du personnel de l'entreprise dans une catégorie que fait l'entreprise. Vous avez par exemple les cadres supérieurs, par exemple, dans les entreprises publiques, les cadres moyens, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, ouvriers professionnels, ouvriers spécialisés et à la limite manœuvre, ouvriers non qualifiés, main-d'œuvre non qualifiée. C'est déjà une première catégorie, une manière de segmenter le collectif. Vous voyez qu'une segmentation du collectif de travail, et cette segmentation se fait par rapport à des responsabilités qu'on fait et qu'on a, et à l'importance des compétences que l'on peut développer. Vous avez également une deuxième catégorie, par exemple, c'est de dire qu'il y a du personnel stratégique et de l'exécutif. Pour dire que vous avez généralement les cadres supérieurs et même les sont dans une position de définition de la stratégie de l'entreprise, alors que les cadres, l'exécutif dans sa globalité, que ce soit en cadre ou ouvrier professionnel ou ouvrier spécialisé, ils sont dans l'exécution des objectifs stratégiques qui sont fixés préalablement par la direction générale. Vous êtes dans une logique top-down, c'est-à-dire on va vers du haut vers le bas. Donc c'est une situation de segmentation de collectifs, et en rapport à cette segmentation, on peut s'interroger sur quels sont les personnels ou quelles sont les stratégies de l'entreprise permettant justement de conserver des ressources humaines. Quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies que peut développer une entreprise? Quels sont les personnels d'abord qui sont considérés comme stratégiques? En d'autres termes, le personnel que l'entreprise a intérêt à garder et pour lesquels elle développe toute une action, toute une stratégie de conservation. Cette stratégie de conservation peut être par des salaires, par des actifs, par le biais de la rémunération, mais aussi par d'autres conditions, en termes de conditions particulièrement en termes des éléments de salaire indirect, mais également des éléments de conditions de travail et d'offrir des conditions de travail qui permettent à quelqu'un qui est important et qui s'attache à l'entreprise. Maintenant, il est évident, si vous voulez, que la conservation des ressources humaines porte fondamentalement sur les ressources humaines qualifiées d'essentielles dans l'organisation et la mise en œuvre de la production. L'organisation de l'entreprise, ça peut être sur le plan stratégique ou sur le plan opérationnel, mais la mise en œuvre, c'est-à-dire la dimension opérationnelle par rapport à des qualifications particulières, dont l'entreprise a besoin, qui sont essentielles. Prenez un exemple très simple, vous êtes dans une entreprise industrielle quelle qu'elle soit, vous avez un système de machines, et ce système de machines a besoin de fonctionner en permanence, que ce soit dans un processus en continu, en particulier lorsque c'est un processus de production physico-chimique, c'est-à-dire où le flux est continu, donc vous ne pouvez pas arrêter, ou dans un processus continu économiquement, mais qui peut être discontinu matériellement, physiquement. C'est-à-dire que vous prenez une centrale électrique, vous ne pouvez pas arrêter, vous faites 8 heures, ou 10 heures, ou 12 heures, vous ne pouvez pas arrêter le processus de production, quelle que soit la situation de l'entreprise,
pour dire je vais chez moi et on repart demain. On redémarre demain. Parce que le processus, physiquement et chimiquement, il est continu. Une usine d'extraction de gaz, vous avez un flux qui vient de Hassim Saoud de gaz et qui alimente le GL1, le GL1 ou le GL2 ou le GL3, hein, qui fait le gaz. On n'arrête pas, on ferme pas le robinet pour dire on repart demain. Par contre, ça c'est une continuité que vous impose les caractéristiques cliniques du processus de production. Deuxième élément, par exemple, vous pouvez avoir une unité de production qui n'est pas de ce type. Supposons une industrie du textile, vous avez des métiers à tisser. Vous pouvez très bien décider qu'on fait 8 heures, on fait travailler les métiers à tisser pendant de 8 heures à 8 et 8 à 16 heures, et qu'à 16 heures on en retourne, et chacun s'en va chez lui, et on repart le lendemain à 8 heures. Mais là, vous avez des problèmes, la continuité, l'exigence de continuité est surtout économique. C'est-à-dire que l'activité n'est pas rentable à ce propos, mais devient rentable lorsque vous faites les 3 x 8. Vous êtes en continu économiquement, c'est-à-dire une première équipe, une deuxième équipe, une troisième équipe, parce que vous avez des charges fixes, vous distribuez sur 3 équipes au lieu d'être la charge sur une seule équipe. C'est-à-dire que vous avez des charges fixes, vous avez le gardien, vous avez plein de la comptable, etc., qui sont des charges fixes. Ces charges fixes, si vous avez une équipe de production qui fait 8 heures, ces charges fixes sont imputées à une équipe de 8 heures. Si vous avez 3 équipes 3 x 8, elles sont imputées sur 3 équipes, donc divisées par 3 pour autant, donc on diminue pour d'autant les charges fixes de l'entreprise. Donc économiquement, le processus devient continu. Et c'est dans ce cadre-là que, si vous voulez, qu'on fait la différence entre les deux processus de production. Maintenant, par rapport à ça, mon objectif, c'est pas tant de vous dire qu'il y a des processus de production continue ou discontinue et leurs caractéristiques, mais c'est par rapport à ces activités, supposer que vous avez du personnel qui s'occupe de la maintenance du système de machine, qui ont des compétences particulières, et donc qui ont ce qu'on appelle des actifs spécifiques, par rapport à comme étant compétences particulières de l'entreprise, mais également et de ses individus. Et donc, vous avez tout intérêt à gérer de manière à conserver ces ressources humaines, parce que si ces ressources humaines vous font défaut, votre système de machine tombe en panne, vous ne pouvez pas supporter un arrêt de production d'une journée, 2 jours ou 3 jours de production, parce que la perte est énorme. Et donc, vous êtes obligé, vous avez toute une activité, toute une action vis-à-vis de ces ressources humaines, non seulement pour les conserver, mais pour faire en sorte que leurs compétences ne deviennent pas obsolescentes, c'est-à-dire qu'elles innovent et qu'elles suivent les processus d'innovation et les changements technologiques qui peuvent se dérouler, que peuvent connaître les systèmes de machines, il y a des matières premières et autres. Maintenant, dans ce processus, si vous voulez, c'est des actifs spécifiques que vous avez intérêt à conserver, mais qui ne sont pas dénués de concurrence, qui ne vous protègent pas contre une éventuelle concurrence, mais c'est des concurrences particulières sur le marché du travail. D'une façon générale, la concurrence ou le marché, c'est une rencontre d'un demandeur et d'un offreur, d'une demande et d'une offre, qu'elle soit en termes de travail ou de biens et de services. Cette concurrence est de nature double. Il y a ce qu'on appelle la concurrence des producteurs, c'est-à-dire que des producteurs qui produisent la même chose se concurrencent autour des mêmes produits. Mais vous avez également, en même temps, sur le plan macroéconomique, une concurrence des capitaux, c'est-à-dire que vous avez des capitaux qui cherchent à se valoriser et qui vont dans le secteur qui rapporte le plus. Et donc les secteurs, les capitaux entre eux se concurrencent et vont se domicilier dans des activités qui sont les plus rentables. Ça, c'est le premier niveau. Donc les activités qui sont les plus rentables vont attirer le plus de capitaux et doivent avoir le plus de moyens. Maintenant, vous avez également la concurrence des producteurs, c'est-à-dire que, par exemple, les unités, toutes les entreprises de textile vont se concurrencer autour d'un produit qui s'appelle le textile. Donc voilà un petit peu. Pour revenir à ces ressources,
Donc, lorsque vous avez des actifs spécifiques, c'est-à-dire des ressources humaines qui sont des qualifications particulières, ma foi, la situation est d'une concurrence un peu particulière, puisque le concurrent à côté, qui a besoin d'une main-d'œuvre particulière parce qu'il a le même système de machine que vous, là il a des ambitions d'innovation ou autre, et il a besoin de votre matière, de vos ressources humaines, il va venir attendre la personne à votre sortie et essayer de la tracter par des mécanismes, par des moyens intéressants sur le plan financier ou sur d'autres conditions qui lui permettent, ma foi, de débaucher la personne qui travaille chez vous pour aller chez lui. Donc, d'une façon générale, ma foi, la ressource humaine, on peut considérer que la conservation des ressources humaines dépend de trois variables. Incontestablement, du niveau de rémunération et des conditions de travail. Le deuxième élément, des perspectives d'évolution et de la gestion des carrières. Le troisième élément, de l'investissement en formation et de la formation qui sont consacrés à ces activités. Maintenant, en tant que discipline générale, en tant que discipline particulière, qui revendique un objet particulier, une spécificité dans le domaine de la gestion de l'entreprise et qui est récente. La gestion des ressources humaines en tant que discipline avec un objet particulier est née au début du XXe siècle avec fondamentalement ce qu'on appelle le modèle taylorien et fordien, et donc avec deux précurseurs fondamentaux. Frédéric Taylor autour de l'organisation du procès de travail, de sa mise en œuvre, de Fayol autour des principales fonctions de l'entreprise et de sa gouvernance. C'est deux entités qui se complètent. L'un organise l'atelier de production, la production dans sa dimension organisationnelle et comment on organise le procès de travail et la production, comment on optimise à travers l'idée de la division du travail, de la tâche et d'ouvriers spécialisés, comment on optimise la production, on arrive à une production optimale. Fayol s'interroge sur les fonctions, l'organisation de l'entreprise et sa gouvernance, autour de la fonction de l'entreprise et tant que sa gouvernance. Alors, Frédéric Wilson Taylor est né en 1856 et il est mort en 1915. Son principal travail s'appelle Principles of Scientific Management, les principes généraux du management scientifique, principes du management scientifique pour traduire littéralement, qui a été publié en 1911. Et à l'origine, Taylor était ingénieur à la Midwell Steel. Il est d'abord ingénieur, donc il a vécu le travail, son organisation, les problèmes de la production, la gestion de sa production. Il est devenu plus tard consultant en organisation de travail. Donc il devient conseil, un consultant en organisation de travail, dont il définit et diffuse les principes autour du mouvement et du temps d'exécution du travail, qu'on a appelé l'organisation scientifique du travail, l'OST. S'inspire du travail de Babbage, je crois, j'ai un mathématicien qui s'appelle Babbage. Le travail est divisé en tâches. Donc il y a une division du travail, une simplification de l'acte de production du salarié autour du principe de la tâche donc on décompose pour recomposer le procès de travail ou l'organe de travail. On le divise en tâches pour simplifier les choses, on le prescrit et on le contrôle donc dans son exécution et dans sa qualité. Donc l'ouvrier devient un simple exécutant d'une tâche ou d'un certain nombre de tâches. On lui dit comment le faire, puisqu'il y a le bureau de méthode qui lui dit de faire, ce qu'il doit produire, et on lui dit dans combien de temps il le fait, parce qu'il est sur une chaîne de production. Donc, au-delà de ça, le Taylor revendique une expertise. C'est-à-dire qu'il veut dire par là
aux entrepreneurs et aux ouvriers, l'organisation du travail, l'expertise du travail n'est pas de votre ressort, vous ne savez pas le faire, c'est nous qui faisons. C'est nous les experts, moi, Taylor l'expert, qui sachent expertiser le travail. Donc le travail devient objet de science et du ressort de spécialistes avec l'existence d'un one best way. Et le modèle taylorien atteint son apogée durant les 30 glorieuses, c'est-à-dire à partir depuis les années 30 jusqu'aux années 75 à peu près, dans les pays industriels, dans l'entreprise taylorienne fordienne, qui organise la production. Ford apporte l'idée de la chaîne de production et l'organisation de la production autour de la chaîne de production et d'activité. Voilà. Donc,